Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'information régionale puis nationale sur France 3. Voici les titres de l'actualité dans les Alpes. Contre la réforme des collèges, la contestation monte d'un cran. Demain, les principaux syndicats d'enseignants appellent à une grève nationale. Pourquoi et quelles sont les raisons de cette grogne? C'est ce que nous verrons à Grenoble, à la Cité scolaire internationale. Le ras-le-bol des habitants du centre-ville de Grenoble. Depuis des semaines, des marginaux s'installent chaque jour sur la place Grenette, occasionnant toutes sortes de nuisances. Riverains et commerçants demandent au maire de réagir. Une sortie dans le Vercors pour s'initier à l'alpinisme. À Grenoble, le lycée Argouges veut faciliter l'accès des jeunes à la montagne. Tout au long de l'année scolaire, il propose à ses élèves de découvrir les activités que l'on peut y pratiquer. Et puis, deux titres à la une de votre édition nationale à 19h30. L'affaire Zied et Bouna. 10 ans après le drame de Clichy et les émeutes en banlieue, les deux policiers ont été relaxés. Une décision du tribunal de Rennes qui provoque la colère des familles des victimes. SOS Racisme évoque ce soir un sentiment de gâchis. Et puis, fédérer le maximum de consommateurs pour négocier les prix du gaz et d'électricité. C'est le pari de Familles de France qui a lancé une grande opération d'achat groupé. L'association espère une baisse des tarifs d'au moins 10%. Mais on commence avec ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Grenoble. 10 personnes, dont 3 anciens champions de taekwondo, comparaissent devant la cour d'assises pour proxénétisme. Ils auraient obligé des mineurs en rupture familiale à se prostituer via des annonces sur Internet. Marion Feutry, Dominique Semet. Les faits qui occupent la cour d'assises de l'Isère remontent à 2012. Un réseau de prostitution est alors démantelé. Plusieurs jeunes filles de la région impliquées, entre 14 et 17 ans. Aujourd'hui, elles sont parties civiles dans cette affaire de proxénétisme aggravé en bande organisée. Ils ont agi comme des vrais patrons et elles se sont senties totalement inféodées à ces hommes. Elles sont devenues des machines sexuelles à leur service. C'est des jeunes filles qui étaient extrêmement fragiles et qui avaient un manque de confiance en elles important, des fragilités familiales, des épisodes de fugue, de placement. Oui, c'était des victimes bien choisies, si je peux dire. En tout, 10 personnes sont sur le banc des accusés, notamment 3 champions de taekwondo. 2 ont commencé leur carrière à crawl. Les autres sont des amis, des connaissances. L'enjeu de ce procès, déterminer le degré de responsabilité de chacun. Pour certains, ils ont accompagné des jeunes filles dans des hôtels. Pour d'autres, ils ont réservé sur des annonces pour les clients. Mais le dossier, moi, que j'ai à l'esprit, ce n'est pas un dossier de violence à l'égard des jeunes filles. Donc c'est pour ça que je dis que je crains que l'ampleur qui est donnée à ce dossier en raison du nombre d'accusés ne trompe un petit peu la vigilance et l'acuité des jurés. Il ne faut pas se tromper. Le procès se tient à huis clos jusqu'au 5 juin. Les accusés encourent 20 ans d'emprisonnement et 3 millions d'euros d'amende. Les habitants du centre-ville de Grenoble n'en peuvent plus. Depuis quelques semaines, une cinquantaine de marginaux s'installent tous les jours sur la place Grenette avec leurs chiens. À la clé pour les riverains, du bruit et toutes sortes de nuisances. Une réunion de quartier est prévue dans 1 heure avec le maire pour tenter de trouver une solution. Jordan Guéant, Maxime Kemener. Tous les jours, ils sont une cinquantaine des marginaux avec leurs chiens toujours plus nombreux. Désormais trop nombreux pour les riverains, agacés par les nuisances. Des bruits de personnes, des bruits de chiens, des aboiements, et puis de la consommation d'alcool pour commencer. Et depuis quelques jours, on nous signale de la consommation de drogue. Une alerte relayée par le SAMU social. Impossible de patrouiller, de discuter auprès d'individus souvent trop alcoolisés. Même ici, le message se veut donc dur. Il n'y a pas à faire de misérabilisme. Il y a des faits qui se passent. Ces faits sont des faits qui portent nuisance à l'opinion publique, à la majorité, mais aussi bien aux riverains, aux commerçants qu'aux acteurs sociaux. On ne peut pas intervenir. Ça porte également préjudice à l'image de la précarité. Pour l'heure, la police municipale a renforcé sa présence. La consommation d'alcool sur la voie publique sera bientôt interdite. Une première vague de réponses jugée insuffisante. Face à la bronca, la mairie annonce donc 2 nouvelles mesures. Le premier, c'est la mise en œuvre d'une maraude auprès de ces populations pour être en capacité d'orienter aussi de bonne manière en fonction des situations. Et on a sans doute à réfléchir avec les habitants et avec les commerçants à l'utilisation de l'espace public. En clair, outre l'action sociale, charge aux riverains de reprendre possession des lieux. Une réunion de quartier se tiendra ce soir, elle s'annonce plutôt agitée.
On va maintenant parler d'un sujet qui divise, celui de la réforme des collèges qui doit entrer en vigueur en 2016. 6 Français sur 10 y seraient opposés et la contestation va monter d'un cran demain avec un appel à la grève des principaux syndicats d'enseignants. Alors quels sont les points qui fâchent? On voit ça avec Denis Vignon-Duguay. Premier point marquant de cette réforme, la suppression des classes bilangues et des options latin et grec. À la place, il est proposé une initiation aux langues et cultures de l'Antiquité, plus de langues étrangères dès la 5e pour tous les collégiens. Mais ce qui fait surtout débat, ce sont l'autonomie accrue des établissements et les EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires, qui associent plusieurs matières au sein d'une même leçon, alors que jusqu'ici, chaque matière relevait d'un professeur spécialisé. Les syndicats anti-réforme craignent que ces EPI grignotent les horaires de chaque discipline, voire même qu'ils introduisent de la concurrence entre professeurs et au final profitent surtout aux bons élèves. Enfin, côté autonomie, chaque établissement décidera de 20% de son emploi du temps pour du travail en petits groupes, de l'accompagnement personnalisé pour tous, ainsi que pour les fameux nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires. Mais là encore, pour certains syndicats comme le SNES, cette autonomie bénéficiera non pas aux enseignants, mais aux chefs d'établissement. On vient de l'entendre, l'apprentissage des langues étrangères est un des points qui fait débat. Le gouvernement veut supprimer des classes bilingues et instaurer l'enseignement d'une seconde langue pour tous dès la 5e. Mais qu'advient-il dans cette réforme des cités scolaires internationales comme celle de Grenoble? Y a-t-il dans ce collège et ce lycée des inquiétudes particulières? Réponse avec Sarah Nabli et Cédric Picot. C'était en 2010, une assemblée générale de l'ONU fictive jouée par des lycéens de la Cité scolaire internationale. Un établissement public unique en France car ici les langues sont primordiales. Alors la réforme des collèges inquiète, parents comme professeurs, mais les sections internationales restent préservées. Pour le moment, cette réforme, elle ne touche pas foncièrement la Cité scolaire internationale, puisqu'elle touche surtout les classes bilingues ou les classes européennes. Or là, on est dans un environnement où les enfants ont un multiculturalisme, ils sont de langue maternelle étrangère pour la grande majorité. Et donc, les accords qui régissent cette cité scolaire ne peuvent pas être abrogés comme ça par un ministre. Mais comme tous les collèges de France, la cité scolaire est touchée par la réforme, notamment la mise en place d'enseignements pratiques interdisciplinaires, plusieurs matières en une leçon. Les professeurs s'y opposent. On a le sentiment qu'on va nous retirer des heures pour faire les fameux EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, dont on ne sait pas trop ce que c'est. On nous enjoint de travailler autrement avec nos collègues, sauf qu'il n'y a pas d'heures dégagées pour travailler avec les collègues. On nous enlève des heures de nos disciplines en nous expliquant qu'on va faire notre discipline quand même, mais par le passé, on a déjà eu des choses comme ça et on sait très bien que les horaires disciplinaires, on ne les retrouve jamais. Demain, la grève des enseignants risque d'être bien suivie. Ils manifesteront à 14h30 devant la préfecture et espèrent rencontrer le recteur. Et puisqu'on parle d'éducation, arrêtons-nous à présent sur ce paradoxe des enfants très précoces, ce qu'on appelait auparavant les surdoués. 3 chercheurs lyonnais seraient en passe d'expliquer pourquoi certains sont en échec scolaire alors que d'autres réussissent sans ombre au tableau. Éclairage avec ce dossier d'Isabelle Saboureau et Valentin Cruard. Ryan, 12 ans, et Timéo, 10 ans, sont 2 enfants précoces au QI bien supérieur à celui de leurs camarades. Pourtant, l'un est en difficulté scolaire, quand l'autre est brillant. Pourquoi une telle différence? Quelle est la clé de la réussite? La science commence à comprendre et tout se joue dans le cerveau. Timéo est ce qu'on appelle un surdoué homogène. Il a d'excellentes compétences dans tous les domaines. 18,5 je crois. En CM2, bien dans sa peau, il enchaîne les notes excellentes. 18,5 en anglais, il ne compte plus les 20 sur 20, les parfaits, bravo en maths, en français. Et le tout sans effort. Quand on fait des évaluations, je termine un peu avant les autres et j'ai plus de facilité en gros. Le fait qu'il soit intéressé, plus sa mémoire, il se contente de l'avoir entendu une fois, un cours. Voici son dossier. Pour Ryan, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Tout aussi intelligent, il est en 4e avec 2 ans d'avance. Mais depuis la maternelle, il se met à dos tous ses professeurs. S'amuse en cours, n'écoute rien. Malgré les remarques, parle, écrit, 1 heure de colle. Bavarde, se lève, perturbe la classe et t'avais eu 1 heure de retenue, tu te rappelles? Ouais, mais des fois, quand on s'ennuie, j'aime pas rester en place.
Ryan a des facilités pour comprendre, il a des facilités pour apprendre, il peut travailler très vite, mais il a des difficultés à s'adapter aux règlements, aux règles de l'école. Est-ce un problème d'éducation, d'autorité? Une énigme pour les parents de Ryan en passe d'être expliquée. Depuis 2 ans, ces chercheurs à Lyon étudient le cerveau des enfants précoces. Ryan vient passer sa 5e IRM. Lui a un profil dit complexe, avec de grosses différences entre ses capacités de raisonnement et de compréhension. Ok, t'es prêt? On y va. Avant l'examen, il fait un premier test de mémoire qui met ses nerfs à rude épreuve. C'est pas du tout rapide là, c'est hyper long. Et là j'ai décroché parce que ça m'énerve. Parce qu'il s'ennuie, Ryan fait 9 fautes. Ce sont des résultats qui ne sont pas mauvais, mais qui par rapport au potentiel de Ryan pourraient être meilleurs. Et pourquoi ils ne sont pas meilleurs? Parce que Ryan au début était très excité par cette situation nouvelle, c'est un nouveau jeu qui lui est présenté. Ça montre encore que ce sont des enfants qui ont besoin d'une motivation et d'une stimulation permanente. Et ce que vont expliquer ces images IRM, c'est pourquoi Ryan s'adapte moins bien, pourquoi il a du mal à se conformer à ce qu'on lui demande. Tout va bien, Ryan? Pendant l'examen, apparaissent des milliards de connexions dans son cerveau. Contrairement à Ryan, les surdoués qui réussissent mieux ont une activité plus intense dans cette zone en rouge, celle qui leur permet de mieux contrôler leurs réactions et de mieux planifier leur travail. Cette petite zone rouge est essentielle parce qu'elle gère nos fonctions les plus élevées, comme le raisonnement, comme l'abstraction et comme le contrôle en société. C'est ce qui manque aux enfants complexes qui, justement, contrôlent moins bien leur comportement et, du coup, s'adaptent moins bien au niveau scolaire ou au niveau social. Une découverte décisive pour aider ces enfants précoces en difficulté. Ces enfants, où on a tendance à leur dire « mais tu pourrais faire un effort », alors qu'en fait on a vu qu'ils étaient moins bien équipés sur le plan du contrôle et sur le plan de la planification que les autres. Donc donner du sens à leurs difficultés, éviter sans doute de les faire redoubler aussi, parce qu'on sait maintenant que ça ne marche pas, parce que ça ne va pas leur apporter cette petite cerise qui permet de fonctionner mieux. Et pour fonctionner mieux, des solutions existent. À l'école, en famille, Ryan doit apprendre à contrôler ses émotions avec l'aide de psychologues et des exercices de mémoire pour rééduquer son cerveau. À Lyon, c'était aujourd'hui le vote de la dernière chance pour l'ERE, cette agence qui aide les entreprises rhône-alpines à se développer à l'international. Mais les élus régionaux ont décidé de ne pas soutenir le projet de reprise de cet établissement placé en redressement judiciaire. Ils n'ont finalement pas alloué les 4,5 millions d'euros de subventions nécessaires à son sauvetage. Christian Consiqueur et Isabelle Buzy. Le responsable, c'est vous, Monsieur le Président. Et c'est pour tout dire complètement incompréhensible. 5 heures de débat houleux, sous le regard médusé de représentants des salariés des rails. La subvention de la région qui aurait permis la reprise des activités et le maintien d'une partie du personnel dans une nouvelle structure n'a pas été votée. C'est donc le chômage annoncé pour les salariés. Il y avait des personnes qui attendaient des nouvelles de leur avenir. Et je suis déçue en fait par cette assemblée, par les comportements de certains et au final pour nous dire que ERAI c'est terminé. Voilà, il y a plus de 125 personnes qui demain se retrouveront sans emploi et c'est bien dommage. Un outil de promotion à l'étranger des entreprises rhône-alpines, PME ou grosses sociétés qui cumulaient près de 8 millions de passifs. Une gestion discutée, un pavillon rhône-alpin à Shanghai très onéreux et une multiplication des implantations à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une majorité hétéroclite UMP, UDI, FN et Europe Écologie Les Verts qui a fait avorter la reprise en refusant une nouvelle subvention. Ça fait 2 ans qu'on interpelle ce dossier en disant qu'il y a une dérive manifeste avec des découverts et des déficits qui deviennent énormes. Donc c'était plus tenable, c'était ingérable. On a des contribuables, on a des citoyens il faut qu'on rende compte. Si je pense qu'on leur explique de manière très claire ce que j'ai dit dans mon intervention, les dépenses, les gabegies, les erreurs de gestion, l'opacité, ils comprendront très bien qu'il fallait remettre à plat tout ça, quoi. L'exécutif désavoué parle de manœuvres purement politiciennes. Le faire au détriment des salariés qui étaient là et le faire au détriment des entreprises qui ont fait confiance à ERAI, je pense qu'on est au-delà de l'irresponsabilité. Calcul politique ou logique purement comptable. Sans repreneur, les 214 salariés d'ERAI, dont 125 en France, n'ont aucune chance de conserver leur emploi.
Donner le goût de la montagne aux jeunes, c'est la volonté du lycée Argouges à Grenoble. Depuis quelques années, il organise des sorties en haute montagne pour faire découvrir aux élèves les activités que l'on peut y pratiquer. Françoise Gué et Dominique Semet ont suivi une classe de seconde lors d'une sortie dans le Vercors. De Grenoble, sur la route de Saint-Nizier-du-Moucherotte, on ne voit qu'elle. Ces pointes acérées surnommées les trois pucelles. Bonjour à tous. Donc les trois pucelles, donc vous les avez juste à ma droite là-haut. Je pense que vous les avez vues. On les voit bien de Grenoble. Donc on va un petit peu tourner sur ce versant-là là, qui est à l'ombre pour y monter. D'accord, on va monter sur le sommet qui est au milieu. Sur le petit sentier qui mène au pied des aiguilles, une classe de seconde du lycée Argouges de Grenoble, accompagnée de 2 professeurs et 4 guides de montagne. L'ambiance est décontractée. Ensemble, depuis le début de l'année, ils ont déjà suivi plusieurs sorties, raquettes à neige, cascades de glace, via ferrata ou escalade. C'est une classe qui a été choisie d'office. Ensuite, ils sont tenus d'y participer. C'est un projet d'intégration et en même temps de découverte d'un autre milieu. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas la montagne et qui, justement, on espère qu'ils vont un petit peu accrocher. Au programme de cette nouvelle sortie, une via cordata. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme de l'escalade, en fait, c'est un parcours sur une montagne où on est accroché avec des cordes, sauf que c'est plus simple que l'escalade et c'est plus marrant aussi. Ça va aller ? Oui. T'as pas peur ? Non. Parfait. Allez-y. Pour se mettre en appétit, une descente en rappel d'une dizaine de mètres, dos au vide. C'est bon ? Et cœur qui bat la chamade. C'était une grande première, ça fait bizarre au début. Ça fait peur un petit peu, mais une fois qu'on est sûr d'être en sécurité, bah, ça va bien. Ambiance verticale et vertigineuse. Ouais, fais gaffe quand tu tiens la dégaine comme ça. Là. Tu penseras à changer la corde ? La corde ? Au fil des sorties, la montée en difficulté est progressive. Ça c'est super. Voilà. Ah, c'est impressionnant, hein ? Ah ouais, c'est chaud là. Avant de grimper sur ces falaises peu équipées, les lycéens ont découvert peu à peu l'univers de la montagne et la manipulation du matériel. Sous le regard des guides, la concentration est totale et l'arrivée au sommet, un soulagement et un plaisir sans nom. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Ah, c'est bien. T'es sur le toit de Grenoble. Toit du monde. Avance un petit peu là. Alors, comment ça se passe pour toi ? Ça fait peur. Ça fait très très peur. Tu as eu du plaisir à le faire ? Ouais, ça va. Tu recommencerais ? Non. Mais c'est sympa de le faire avec la classe. À 1000 mètres sous leurs pieds, une vue imprenable sur Grenoble et ses quartiers qu'ils découvrent du ciel. Basse-tête des Alpes. Moi je vois Grand Place. Ah non ? En face d'eux, les massifs de Beldonne, la Chartreuse, les Écrins et au loin, cette colline à l'air débonnaire, le Mont Blanc. Et juste à droite ? Dans cette opération Jeunes en montagne, ce n'est pas la performance physique qui est recherchée, mais le plaisir d'être en montagne. Il suffit que nous, ils nous disent dans la journée que le paysage a été beau et pour nous, la journée est réussie. C'est pas forcément, on n'attend pas un défi vraiment quelque chose de dur. On attend qu'ils se dépassent un petit peu et qu'ils apprécient d'être là dans cet environnement. Bon monsieur, je compte sur vous, surtout pas de conneries. Hein. Ouais. Vous faites confiance. Je pense que ça fait longtemps que vous faites ce métier. C'est pas le moment. Bon, j'ai pas le choix. Pardon. Pour terminer en beauté cette via cordata, une tyrolienne installée entre 2 pics, frisson garanti. Le clou de ce programme en montagne, une sortie de 2 jours avec nuit en refuge, programmée à la fin de l'année scolaire. La montagne qui nous conduit tout droit vers vous, Jean-Michel Asselin, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes, s'il est encore nécessaire de le rappeler, alpiniste, écrivain, grenoblois. Et ce soir, on vous reçoit pour parler du Népal. Mais d'abord, je voudrais qu'on ait une pensée pour Pierre Ostian, dont les obsèques ont lieu demain. Il a fondé Montagne et j'imagine que vous avez été aussi très touché par sa disparition. Extrêmement touché parce que Pierre Ostian a été la personne qui a porté vraiment la montagne dans cette chaîne de télévision et c'était formidable parce que c'était une vraie fenêtre de bonheur. Ouais, ça m'a vraiment fait du mal. Ouais. Il aurait pu rester encore un peu avec nous.
Alors pour revenir au Népal, c'est un pays dont vous êtes tombé amoureux il y a 35 ans, et puis on le sait, il y a eu ces 2 séismes, et vous avez décidé de vous mobiliser. Expliquez-nous. Oui, alors je ne suis pas le seul, Dieu merci, beaucoup de gens se sont mobilisés pour le Népal, et ça c'est formidable. Ce qu'il faut savoir, c'est que simplement, après que le travail formidable qu'ont fait les ONG, les grandes ONG, eh bien le Népal, le problème reste entier. C'est-à-dire que dans 2 semaines, vous allez avoir la mousson, ou dans 2-3 semaines, la mousson qui va arriver, c'est des rideaux de pluie qui vont tomber constamment, et là va se poser vraiment le problème de loger des gens dans des habitats précaires, des tentes, des bâches, parce qu'on ne peut pas les laisser dehors, c'est impossible, et ils ne peuvent pas pour l'instant reconstruire. Ce sont des milliers et des milliers de gens qui sont dans la rue, il faut le savoir. Donc cette mobilisation, elle est naturelle, et nous aimons le Népal. Et justement, alors cette mobilisation, elle va prendre quelle forme? Alors cette mobilisation, elle prend déjà plusieurs formes. Il y a beaucoup de petites associations qui s'occupent du Népal, beaucoup de gens qui sont allés au Népal et qui connaissent donc des Népalais. Alors ceux-là, je leur recommande vraiment de prendre contact directement avec les gens qu'ils connaissent pour évaluer avec eux la situation. Ce que nous avons fait dans une petite association qui s'appelle Comessence. On a un sirdar, un chef des Sherpas dont la maison était détruite. Tout de suite, on a pu débloquer des fonds et donc l'aider à reconstruire sa maison dans les temps qui viendront. Il va pouvoir embaucher cette personne, donc c'est formidable. Maintenant, il faut surtout penser aux ONG qui travaillent directement avec les Népalais, voire même les Népalais qui ont construit leurs propres ONG. Je pense à la fondation Yeti Fondation de mon ami Sonam Sherpa qui lève des fonds pour aider les Népalais directement. Il y a un événement qui se prépare, alors dites-nous. Alors l'événement qui se prépare à Grenoble, c'est un concert. En fait, je vais même dire c'est 2 concerts, puisqu'il y en aura un que nous préparons à la Bastille le 28 mai. Donc ce sera un grand concert avec des artistes de la scène locale qui ont tout de suite répondu très généreusement pour venir à ce concert. Ça sera également des associations qui vendront de la nourriture, des boissons népalaises, etc., des objets. Et puis voilà, j'espère qu'on aura le beau temps. Qui participe ? Oui, tout le monde est a immédiatement répondu présent, que ce soit la mairie, le téléphérique, la maison de la montagne, les privés, vraiment tout le monde est là. Des groupes de musique, lesquels ? Alors plein de groupes de musique, Jemdi pour ceux qui connaissent, Philippe Fontaine, on en a une dizaine, alors je ne vais pas tous les nommer, l'As de Pique, etc. Merci Jean-Michel Asselin, et bien sûr on suivra tout ça de près, tenez-nous informés. On poursuit avec cette info circulation. En Savoie, l'école du Mont-Cenis et de Roseland ont pu rouvrir aujourd'hui, mais d'autres écoles restent fermées. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet alpes.france3.fr, ouverture, fermeture, tout y est détaillé. Sport, connaissez-vous le softball? C'est un sport assez proche du baseball et qui compte environ 2000 licenciés en France. Parmi eux, une équipe de Grenobloises, les Grizzlies. Elles ont fait leur entrée l'an dernier dans l'élite et participé ce week-end au championnat de France organisé à Mélan. Faiza Garel, Franck Serroni. Première saison dans l'élite du softball et premier succès pour les Grenobloises. Confrontées aux meilleures équipes de France, elles ont gagné la moitié de leur match ce week-end, mais peu de gens sont là pour les encourager. On est un peu méconnus, donc déjà je trouve qu'on est beaucoup. Pour une journée D1 à Grenoble, c'est cool et on espère que petit à petit ça va faire son bout de chemin et qu'on sera de plus en plus nombreux autour des terrains. Mais là on commence de plus en plus nombreux, donc c'est cool. Elles sont sages-femmes, animatrices ou étudiantes la semaine et sur les terrains de softball le week-end. De loin, ça ressemble au baseball, mais l'œil averti reconnaît la batte plus courte et la balle plus grosse. Ce sport confidentiel compte à peine 2000 licenciés en France. À Grenoble, les succès des filles ont permis de doubler les effectifs du club ces dernières années, mais le déficit de reconnaissance se fait sentir. C'est un frein au développement. C'est sûr que si on avait un peu plus de répercussions localement et qu'on nous connaissait mieux, sans doute qu'on aurait plus de soutien et de sponsoring. Et pour nous, ça nous permettrait de pouvoir investir, de pérenniser un emploi, et éventuellement de faire venir des coachs étrangers qui apporteraient toutes leurs connaissances sur ce sport. Mais le manque de moyens ne freine pas les Grenobloises pour autant. Cette 3e journée leur a permis de confirmer leur position au milieu de classement de la première division. Cet automne, elles pourraient même gagner leur place au championnat d'Europe. La saison redémarre dans la cité médiévale de Saint-Antoine-l'Abbaye. Le musée a rouvert ses portes et avec lui, le jardin médiéval repensé pour en faire un lieu de réflexion. Un lieu qui se veut le symbole d'un parcours quasi initiatique sur les plantes et arômes du Moyen-Âge. Isabelle Colbrand, Franck Serroni. C'est en juillet 2014 que l'espace se montre au public sous sa nouvelle forme. Un lieu paisible qui, au mois de mai, trouve toute sa raison de parader.
C'est un jardin qui évolue bien évidemment au fil des saisons. Il y a encore des éléments structurants qui pourront compléter la disposition actuelle. Le visiteur peut ainsi successivement découvrir le monde des couleurs et des senteurs. 4 espaces, 4 thèmes, une multitude de plantes et d'espèces différentes. Tous font référence au jardin médiéval. Donc au jardin médiéval dans sa diversité, à la fois le jardin du parfumeur, donc qui est le premier jardin et c'est celui dans lequel pénètre en premier lieu donc le visiteur lorsqu'il sort de l'espace consacré aux roses. Ensuite le jardin du paradis, à côté duquel nous nous trouvons. Ensuite le jardin des simples avec donc ces plantes médicinales qui ici sont on va dire présentés, comme c'était le cas d'ailleurs dans les jardins au Moyen-Âge, en fonction des propriétés. Et ensuite le jardin d'inspiration arabo-andalouse. Ce jardin est né toujours donc, de ce partenariat avec le Maroc. Pour s'occuper d'un tel petit paradis, les techniciens de la ville ont dû se transformer en véritables jardiniers et le travail est largement réussi. C'est un vrai bonheur que ces instants volés au temps, tranquilles et sereins, un havre de paix dans lequel tous nos sens sont sollicités, un pur moment de plaisir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, puis l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Très bonne soirée et à bientôt.